Une commission spéciale et temporaire a été mise en place pour analyser les 5 pétitions qui visent certains membres de l'Assemblée nationale. Cette commission spéciale est 72 heures pour pouvoir justement présenter son rapport à la plénière qui va devoir statuer de façon souveraine et passer au vote à bulletin secret. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. C'est en quelque sorte l'ambiance qui a régné la journée du mercredi 17 septembre dans la salle de congrès du Palais du Peuple où une plénière s'est déroulée présidée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Tshilombayi. Mesdames et messieurs, cette question de pétition est suivie de très près, domine l'actualité à la République démocratique du Congo. On reproche quoi principalement à Vital Kamerhe et à tous ces membres qui sont justement visés par ces pétitions? On parle de gestion opaque. Les pétitionnaires reprochent aux gestionnaires de l'Assemblée nationale une gestion opaque, financière opaque. Cela inclut le point sur les frais de fonctionnement, les arriérés de paiement, les frais de couverture médicale dus aux députés. On parle également d'incompétence et de manque de performance. L'un des initiateurs des pétitions, le député Crispin Bindoulé, accuse Vital Kamerhe donc d'incompétence et aussi un manque de considération envers certains députés. On l'accuse également de violation du règlement intérieur et démocratie interne et défaillante à l'Assemblée nationale, des accusations de non-respect du règlement de l'Assemblée nationale dans l'organisation des motions, le fonctionnement du bureau et la conduite des activités parlementaires. Les pétitionnaires estiment que le bureau bloque le contrôle parlementaire. Il y a aussi, parmi les griefs, il y a la dérive autoritaire au manque de transparence dans les décisions. Certains parlent même de dérive dictatoriale du président de l'Assemblée nationale. D'autres évoquent encore la désinvolture de Vital Kamerhe envers les collègues députés, la non-satisfaction des obligations financières envers les députés arriérés, des frais de fonctionnement, ainsi de suite. Mesdames et messieurs, la pétition ou les pétitions ont donc été déclarées recevables. On va donc le dire ainsi parce que 125 signatures ont été recueillies pour le président et 50 pour les autres membres, ce que demande ou exige le règlement intérieur. Comment Vital Kamerhe agit par rapport à toutes ces accusations? Voici ce qu'il dit. Il dit Kamerhe dénonce le fait que l'Assemblée nationale ne dispose pas suffisamment de moyens financiers pour fonctionner correctement. Il affirme que la Chambre basse a parfois du mal à couvrir même des dépenses de base. Achat de papier, fourniture pour son fonctionnement. Ce manque de ressources, ça serait une cause de difficulté dans la gestion plus qu'une preuve de négligence ou d'incompétence personnelle. Il parle d'engagement pour la transparence et le contrôle parlementaire. Il se présente comme quelqu'un qui veut redorer l'image de l'Assemblée nationale et renforcer le contrôle parlementaire sous le gouvernement. Il insiste sur la nécessité de respecter les principes d'éthique, de justice, d'équité dans le travail parlementaire, allant même jusqu'à présenter des excuses s'il faille aurait été constaté. Malgré cela, les pétitionnaires en tiennent à sa déchéance. Qu'est-ce que cela augure pour la classe, on va pas dire la classe politique, l'union sacrée de la nation de façon générale, et même le fonctionnement de l'Assemblée nationale qui est pressenti pour juste remplacer Vital Kamerhe au cas où il tombait, parce que pour le moment, il n'est pas encore, il est encore président de l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs, dans cette émission. On parlera également, avant de finir, de cette affaire des revendications de Ouazalendo qui exige un peu quelque chose, un peu plus que ce qu'ils ont aujourd'hui, un poste au gouvernement, un poste de haut conseiller à la présidence, une reconnaissance de leur combat un peu partout dans le pays. Eh bien, on va devoir en discuter dans ce numéro de Grande Tribune. Mercredi 17 septembre 2025, 3 invités. On va commencer par ordre d'arrivée. Monsieur Joseph Kongolo, bonjour, comment allez-vous? Non, je vais bien, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur pour moi. Je voudrais tout de suite saluer aussi les co-débatteurs qui sont avec moi ici sur le plateau. Et surtout
Je voudrais saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent et qui ont choisi Grande Tribune pour s'informer sur la marche des institutions représentatives du Congo. Merci bien, M. Joseph Kongolo. Maître Samuel Nkonko, lui, il n'est pas politique non plus, hein. Société civile, avocat. Comment allez-vous, Maître Nkonko? Bonjour très cher Dan, bonjour, je vais très bien, je me porte bien. Merci d'avoir songé à moi pour échanger avec vous sur les questions d'actualité. Dire qu'on n'est pas politique, ça reste entre parenthèses. Entre le barreau et la politique, il n'y a qu'un seul pas. Il n'y a qu'un seul pas qui nous sépare. Je profite de saluer à la même occasion mes estimés co-débatteurs que vous allez présenter tantôt, avec qui nous allons échanger. Et je vais chuter aussi en saluant les téléspectateurs qui auront l'occasion de pouvoir nous suivre. Alors, je voulais lancer un petit SOS, je ne sais pas si vous pourrez bien me le permettre. Cet SOS s'adresse plus particulièrement à un des acteurs politiques que nous connaissons dans ce pays, qui caractérisait en son temps plus particulièrement la jeunesse. Je pense là à Jacques Ndala, que personnellement je ne connais pas, mais que j'ai appris à connaître au travers ses multiples apparitions sur le plan médiatique. Et il a été porté à la connaissance de l'opinion nationale qu'internationale, qu'il était pratiquement dans une situation vraiment critique sur le plan sanitaire, qui nécessitait à tout prix qu'il soit pris en charge dans une formation hospitalière suffisamment outillée. Alors, je voulais en appeler là plus particulièrement aux décideurs, aux personnes qui ont un mot à dire dans le dossier qui concerne Jacques Ndala. Nous savons tous que les faits pour lesquels il a été condamné et... À 30 mois. Voilà, pour lesquels il a été condamné et mis en prison, ce sont les faits pour lesquels une autre personne a déjà obtenu, je ne sais pas si c'est une liberté ou un acquittement après. Alors, étant donné que les circonstances sont comme telles, je crois qu'il serait mieux aussi de pouvoir avoir un regard plus ou moins humanitaire vis-à-vis de ce cas. Sans vous arrêter, on a suivi hier le briefing que le ministre de la Justice a co-animé avec celui de la Communication, porte-parole du gouvernement. Il a dit « Jacques Ndala ne répond pas aux critères des personnes qui étaient censées bénéficier de cette liberté dont ont bénéficié beaucoup de prisonniers pendant cette période-là, notamment la dame qui a été libérée, le nom m'échappe, la journaliste là, du Sochoa, oui. Okay. Il ne répondait pas aux critères. Ça, c'est le ministre Guillaume Gueffa. Alors, ne maîtrisons pas tous les contours de ce dossier, mais je crois qu'il est toujours possible pour une personne qui se retrouve dans une situation sanitaire comme celle-là. J'aurais appris qu'il était même en coma et qu'il serait peut-être sorti du coma. Et d'après certaines personnes, il aurait des problèmes liés à une insuffisance rénale. Et si seulement cela est suffisamment documenté par une attestation médicale, je crois qu'il serait préférable, il serait indiqué que les décideurs puissent avoir un œil humanitaire sur ces cas afin de pouvoir lui administrer le soin le plus adapté. Et le mieux serait pour nous aussi de le voir récupérer et être en bonne santé, que ce soit en prison ou en dehors de la prison. Les droits humanitaires ou les droits humains sont attachés à la personne. Alors quel intérêt nous aurions de pouvoir entendre les jours qui viennent qu'il a mis fin à ce jour? Ça ne profiterait à personne. Bien au contraire, ça va alimenter davantage les discours de gens qui pensent qu'il est arrêté pour des raisons politiques. Je crois qu'il serait préférable de faire un saut de hauteur et de lui accorder ne serait-ce que ce bénéfice de pouvoir se faire soigner dans dans des circonstances plus adaptées. Voilà. Merci bien. Un petit mot sur le cas Ndala. Il a été transféré au sénatorium, hôpital sénatorium pour des soins appropriés. Ses avocats ont demandé qu'on puisse l'envoyer soit au centre Nganda, soit à Mamayemo plutôt. Mais bon, on a été aussi surpris de voir qu'on l'a finalement renvoyé à la prison centrale de Makala. C'est un dossier qu'on va suivre de près pour pouvoir vous informer. Maître Eric Bamanaï, bonjour. Comment allez-vous, Maître Bamanaï? Bonjour Dan, je me porte bien par la grâce de Dieu. Oui. Et merci encore pour cette invitation. Je salue le co-débatteur. Et j'ose croire qu'avec ensemble, nous allons passer un moment d'une contribution pédagogique important qui va aider, qui va contribuer, qui va aider plutôt à booster certains chercheurs, que ce soit encore au niveau secondaire, à l'université ou encore à l'école primaire, parce qu'il y a
des personnes qui sont surdouées, bien qui sont encore à l'école primaire, mais qui captent facilement les informations, qui les analysent aussi. Donc, mon souhait est que nous puissions être utiles pour cette catégorie de personnes. Je profite de l'occasion pour saluer mon épouse et ma fille, ainsi que toute la population congolaise en général, et plus singulièrement celle de l'Est de la République du Congo, qui sont aussi des Congolais comme nous tous, à qui nous disons toujours qu'ils prennent leur mal en patience. Un jour, ce point retrouvera sa paix. Merci bien, Maître Éric Bamanaï, cadre UDPS Tshisekedi, parmi présidentiel. Voilà une information qui vient de nous parvenir. Il semblerait que la tête du premier vice-président également a été mise à prix, premier vice-président Chilumbaï. Sa tête a été mise à prix. Plus ou moins 1 500 000 $ américains sont en train de circuler. On cite notamment les honorables Christophe Mbosso et Augustin Kabouya d'être derrière cette manœuvre. C'est une information qui nous parvient, mais qui est encore conditionnelle. Vraiment. Un petit mot par rapport à ça? Je crois, merci pour l'entame. Je dirais, je crois que c'est depuis hier. Il y a des pétitionnaires qui ont, je crois, déposé leur pétition aussi tendant à pouvoir obtenir l'éviction aussi du vice-président de l'Assemblée qui est en train présentement de pouvoir conduire les débats qui doivent conduire à la mise en place de la commission qui doit traiter des autres pétitions. Il y a effectivement hier une pétition qui a été déposée et lors du débat, il avait même été demandé qu'on en fasse lecture. Mais apparemment, cela n'a pas été fait. Je crois que ça entre dans l'exercice démocratique. Mais tout ce que nous déplorons carrément, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on se livre présentement à une certaine théâtralisation. On parle de 1 500 000 qui circulent, l'honorable Kabouya a cité, et l'honorable Mbosso également, c'est possible? Mettre en place 1 500 000 $ pour mettre sa tête à prix, pour l'écarter du perchoir. Pour les députés, et puis que ces derniers puissent le faire, le déchoir. Est-ce que c'est possible? Bon, vous savez, dans notre environnement politique, rien n'est impossible. Hein. Rien n'est impossible. Il y a certaines informations, comme nous les apprenons. C'est vrai qu'on pourrait les prendre avec pincettes, mais rien n'est à rejeter totalement. Mais une chose reste vraie, c'est que matériellement, il y a une pétition qui a été déposée, tendant à pouvoir obtenir aussi son éviction du perchoir. Ça a été déposé. Je crois que la discussion hier portait sur le fait que cette pétition ne pouvait pas faire l'objet d'une discussion devant une chambre provisoire. Pardon, devant un bureau provisoire, parce que présentement, le bureau qui est là n'est pas juge des pétitions nouvellement déposées. Elle est juge, pardon, le bureau est là et est simplement juge des pétitions qui ont été adressées vers les 5 autres. Alors, le débat s'est posé à ce niveau. Certains pensent que la nouvelle pétition adressée contre le vice-président de l'Assemblée devra attendre la mise en place du bureau définitif. Alors, la discussion se pose à ce niveau. Nous ne savons pas. Est-ce que cette pétition dirigé contre le vice-président de l'Assemblée sera traité par la commission qui a été mise en place hier, ou bien il faudra attendre la mise en place du nouveau bureau définitif. La discussion reste pendante. Et à ce niveau-là. Monsieur Joseph Kongolo, c'est possible que 2 acteurs politiques mettent l'argent sous la table, complotent contre un autre acteur politique de la même famille politique, Union sacrée de la nation? Est-ce que cela est possible? Bon, comme Maître Venet le dit tout à l'heure, il faut comprendre que dans notre écosystème politique, les jeux à l'intérieur n'ont pas de règles, ni morales, ni logiques. D'abord, les griefs portés contre les 5 membres du bureau, j'ai été étonné que le premier vice-président et le deuxième ne soient pas concernés. Parce que la gouvernance de l'institution Assemblée nationale, il y a une solidarité interne dans la prise de décision. Vous savez que le Premier ministre a une charge, il est lui, comment on appelle, le gestionnaire de fonds, pendant que l'ordonnateur, c'est le président. Vous voyez? Donc, s'il y a des gaffes au niveau de la présidence, ça doit passer absolument par le vice-premier président, qui est le gestionnaire des finances. Et c'est lui qui gère les finances au niveau du bureau? C'est ça le principe. C'est pas la questeur qui gère les finances? Je ne pense pas. Du bureau de l'Assemblée nationale. Attention, il y a quelqu'un qui a la charge de trésorier, il y a l'autre qui a la charge de la gestion des finances et un ordonnateur. Voyez-vous? Et la sortie des fonds, il y a toujours des copies
pour information à tous les autres services. Ce qui fait qu'il y a une solidarité interne. Il y a une solidarité interne. Pour moi, c'est vrai que le règlement intérieur est clair là-dessus. La pétition importée contre peut être individuelle ou concerner l'ensemble du bureau. Donc, je considère personnellement qu'il y a quelque chose qui a louché à l'intérieur. Alors, l'information que je n'avais pas, c'est celle qu'on vient de donner tout à l'heure, que le vice-président est aussi concerné et Mbosso aussi. Ça veut dire qu'il y a une solidarité interne dans le mal ou dans le bien. Et moi, s'il faut évincer, il faut évincer l'ensemble du bureau. Parce que s'il y a malversation, je ne sais pas comment le vice-premier ministre ne soit pas au courant. Attendez, mais qui gère? Si on doit... Vous voulez dire que la gestion des finances ne se fait pas de façon individuelle? Tout le bureau gère les finances Je ne parle pas de tout le bureau. Je dis ceci, il y a un ordonnateur des finances. Oui. C'est lui qui a la signature pour la sortie des fonds de caisse ou de trésor de l'Assemblée nationale. C'est l'ordonnateur. Oui. Le gestionnaire des finances, c'est celui qui donne l'argent sur signature de l'ordonnateur. Oui. Et l'argent se trouve être logé chez le questeur. Oui. Vous voyez? Donc, c'est... s'il y a malversation, absolument, tout le monde doit être informé. Donc, tout le monde est informé des, tout le monde doit être entrées informé. et Au des moins sorties. pour les trois que j'ai cités là. Donc, l'ordonnateur, le gestionnaire des finances et le trésorier. Oui. Vous voyez? J'ai été personnellement, je me dis, mais si cet ordre est respecté, je vois très mal comment le vice-président ne soit pas concerné par la pétition. Le vice-président Ça, et c'est le la deuxième question. vice. Et le deuxième vice-président. Enfin, le deuxième vice-président, je ne connais pas, je n'ai pas tellement de précision, mais au moins je sais que le premier vice-président, sur l'ensemble des matières, il y a aussi la gestion des finances. Les gestionnaires des finances. C'est lui qui gère les finances. Le gestionnaire des finances, c'est pas forcément, c'est pas vraiment des synonymes. Ça veut dire que on ne peut pas sortir l'argent sans son contre-saint. Au niveau du bureau. Au niveau du bureau, exactement. Et celui qui fait office de trésorier, c'est le questeur. Bon, ça. Donc, c'est possible. Vous savez qu'au sein de l'UDPS, je crois qu'il y a quelqu'un de l'UDPS ici, il y a des courants. Il y a deux courants. Il y a le ministre de l'Intérieur, il y a M. Kabouya, n'est-ce pas? Et il y a d'autres courants. Il y a d'autres courants. Vous avez vu vous-même comment il y a eu des réconciliations à gauche, à droite et tout ça. Ça montre bien qu'il y a des courants à l'intérieur. Et peut-être dans la lutte du courant à l'intérieur de l'UDPS, on a préféré aussi évincer le premier vice-président, peut-être la raison pour laquelle... Même grâce aux billets de banque. Qu'est-ce qui n'est pas possible ici chez nous? Ça ne sera pas la première fois. Ça ne sera pas la première fois. Rappelez-vous de notre ami et de votre collègue Molière. Les déclarations de la fois passée, il disait que moi j'ai reçu autant, ainsi de suite et tout ça. Donc les 1 500 000 peuvent aussi circuler. Bon, qu'est-ce qui est impossible ici chez nous? Je ne sais pas confirmer l'information, mais ce que je dis, c'est que ça a été déjà fait dans notre pays, ça se fait, donc il faut chercher de son point à confirmer l'information ou pas. Mais c'est possible, c'est faisable. C'est possible, c'est faisable au regard du combat en interne au sein de... Absolument, et ce sont des enjeux internes, des enjeux de groupe, surtout à l'intérieur de l'UDPS, il y a des enjeux, des ailes qui sont parfois qui se rentrent dedans, et chacun a un représentant au niveau des institutions. Bon, ce combat peut être aussi à l'interne politiquement correct. Chaque coin veut avoir un représentant au niveau des institutions. Merci beaucoup. Avant de prendre directement la thématique, juste par rapport à cette information, Maître Bamanaï, vous êtes vraiment du parti présidentiel. Hein. On accuse le CG et monsieur le deuxième vice Mbosso de manigancer la chute du premier vice à coup de billets. On parle de plus ou moins 1 500 000 qui circulent. Ce n'est pas encore une information totalement à consommer, mais ça circule comme cela. Est-ce que ça peut être possible? Oui, Dan, vous savez ce qui se passe actuellement à l'hémicycle, plus précisément au sein de la Chambre basse? C'est une démarche démocratique. Oui. Qui est reconnue au sein de cette institution qui est bicamérale. Ça veut dire notre Parlement est composé de la Chambre basse et de la Chambre haute. Ici, il s'agit de la Chambre basse. Les pétitionnaires qui ont initié d'abord cette démarche, ils seraient originaires du Kasaï. Je pense qu'on allait vite développer l'argument selon lequel
on veut faire la guerre aux Swahiliphones. Vous comprenez? Dieu merci que Mbindoule n'est pas un Kassaïen, encore moins Louba. Il n'est pas non plus de l'IDPS. Si. Il est de votre famille politique. Bon, s'il le devenait, moi... Est-ce que tu sais qu'il est passé aussi par l'IMC? Oui, c'est un ancien proche de Caméré même. C'est un ancien proche de Caméré. Il est devenu IDPS. N'empêche, puisque le PPR d'hier... Il a retourné à l'UDPS. C'est un retourné. Oui, il est revenu à l'IDPS, mais c'est quelqu'un qui a initié une démarche et qui est reconnu par la loi. Maintenant, quant à savoir si des sommes d'argent ont été mis ou bien ont été déboursées pour faire tomber la tête de Vital Kamerhe, je pense que nous faisons une lecture... Non, je parlais du premier vice. Parce que là, on parle du premier vice, tout ça. L'argent circule pour le faire tomber aussi, parce que les autres sont déjà visés. Avant d'appartenir à l'Union, avant d'appartenir à l'Union sacrée, Mbosso, qu'on suppose avoir mis des sommes importantes lui à disposition de ceux qui vont faire tomber la tête des Chilumbaï, a un parti politique. Et Kamerhe a aussi un parti politique. Chilumbaï a aussi un parti politique. Il est de ma famille politique, il est de l'UDPS. Non, il est de l'UDPS. L'UDPS mosaïque, si tu veux bien, mais il est de l'UDPS. Oui, il a un regroupement, il dirige un regroupement. C'est une sorte de mosaïque. Deux ATDC. C'est une sorte de mosaïque qui avait été mise en place juste pour le besoin de la cause. Aujourd'hui, que cela soit gardé sous la forme actuelle, mais d'abord, c'est un IDPS. Oui. Il est là, non pas parce qu'il a son regroupement là, mais il est comme parti politique. Le regroupement est différent des partis politiques. Son parti, c'est l'IDPS. Alors, dire qu'il a... Mbosso aurait misé une cagnotte de 1,5 million pour faire tomber la tête des Chilumbaï. Moi, je ne vais pas me lancer sur ce terrain-là si je n'ai pas encore avec moi les éléments de preuve. Mais c'est possible. Mais c'est fort possible. Je préfère intervenir quand j'ai réuni tous les éléments de preuve. En ce moment-là, je peux soit confirmer ou infirmer. Je préfère rester observateur jusqu'à ce que l'information que vous avez sur cette démarche, sur cette probable démarche de Mbosso, va se confirmer soit par un cas de flagrance, puisque la corruption chez nous est érigée en infraction. Si ça se confirme, ça sera une infraction. Et si cela ne se confirme pas, moi, je vais le considérer, ou je vais considérer cela comme juste de simples rumeurs qui vont passer et qui ont vu le jour et qui finiront par toujours disparaître. D'accord, maître Bamanaï. Les députés sont dans leur droit de se livrer à ce jeu démocratique, de faire tomber qui ils veulent. Mais seulement, j'ai suivi tout à l'heure le développement que venait de donner mon confrère ici en disant que selon les règlements intérieurs, d'après ce qu'il a dit, l'actuel bureau, puisque c'est un bureau qui est mis là-bas juste pour gérer, c'est une sorte de bureau provisoire. Donc ils ne peuvent plus encore traiter de nouvelles pétitions. Donc ils viendront après, si tel est le cas, si c'est ce que la loi ou le règlement intérieur ordonne ou bien impose comme démarche. Donc la nouvelle équipe de pétitionnaires est appelée à se plier à ces exigences-là, qu'on termine d'abord les pétitions qui avaient été reçues. On va soumettre ça au vote après l'analyse ou la lecture ou comment on appelle ça, le travail qui fera la commission qui est mise en place. Pour moi, je ne trouve pas d'inconvénient. Ils pourront revenir par la suite pour faire tomber qui ils veulent. S'ils peuvent faire ça autant de fois, c'est leur droit.
Revenons sur le président de l'Assemblée nationale, lui-même, Vital Kamerhe. Gestion opaque des finances publiques, incompétence, manque d'égard envers ses collègues députés nationaux. Il y a beaucoup de griefs sur sa personne. Mais parlons des finances. Il dit que lui-même ne reçoit pas suffisamment de fonds pour faire fonctionner, ce qui veut dire que le gouvernement ne fournit pas suffisamment pour faire fonctionner le bureau de l'Assemblée nationale. Est-ce que, à ce niveau-ci, comment comprendre cette contradiction entre d'une part les pétitionnaires et d'autre part le président de l'Assemblée nationale? Comment comprendre cette contradiction? Merci beaucoup, Dan. Je crois que, comme tu l'as souligné, le président de l'Assemblée, je crois qu'il avait alerté depuis, je crois qu'il y a une année, quand il a tenu une fois un discours du haut du perchoir où il avait fait savoir au gouvernement qu'il manquait même des papiers. Je crois que clairement, il avait fait voir à l'exécutif ou au gouvernement que l'Assemblée nationale souffrait d'une certaine dotation différente de la dotation qu'il y avait, bien entendu, avant cette actuelle législature. Moi, je doute fort que ce soit pour des raisons uniquement d'ordre social que on a eu à adresser cette pétition contre Vital Kamerhe. Moi, je pense que c'est plus pour des raisons politiques, parce que ce n'est pas Vital Kamerhe qui paye les députés. Les députés sont pris à charge par le Trésor public, leurs émoluments et marges du budget. Ce n'est pas un président de l'Assemblée, quoi que ce soit Kamerhe, qui paye les députés. C'est vrai que dans l'organisation de la Chambre basse, il y a certains frais de fonctionnement, bien entendu, qui peuvent arriver. Certains avantages qui viennent du bureau. Il y a certains avantages qui arrivent au bureau et que le bureau peut-être redistribue avec les commissions et le reste. Là, il reste à savoir si on lui reproche réellement peut-être une mauvaise affectation de fonds. Mais il faut souligner ici que si cela était le cas, ça devait concerner tout le bureau. Mais pourquoi ça concernait de manière sélective quelques têtes du bureau? En quoi est-ce que les autres ne sont pas responsables de cette opacité-là qu'on reproche à Kamerhe? C'est une question à se poser, parce que je vois très mal comment un bureau peut facilement prendre des mesures sans pour autant associer certains autres membres. Pour vous, comment dire, cette raison liée aux finances n'est pas fondée? Pour moi, c'est une raison qui est vraiment pas très soutenue. Pourquoi? Parce que ça aurait un sens si seulement tout le bureau était visé. Pourquoi? Parce que le bureau de l'Assemblée nationale, c'est comme on le dit, c'est un bureau constitué. Et quand il y a des mesures ou des actions, elles sont menées de manière collégiale. Oui. Je vois très mal comment est-ce qu'on peut reprocher cette opacité-là à quelques membres du bureau et en épargner d'autres. Et conséquence, c'est laquelle? C'est que les autres aussi, se sentant frustrés, ils mettent en marche une certaine motivation, une certaine dynamique de manière à pouvoir viser maintenant ceux-là qui restent. C'est là que je suis en train de dire que les députés, nos députés nationaux, apparemment, ils ne prennent pas conscience de la situation dans laquelle se retrouve le pays aujourd'hui. Le pays se retrouve... Mais vous savez, la rentrée parlementaire de septembre, c'est une rentrée qui est dite budgétaire, essentiellement budgétaire. Présentement, vous avez le pays qui est pratiquement paralysé dans ses institutions majeures. Pourquoi? Parce qu'il y a un jeu de pétition au niveau de l'Assemblée nationale. Le pays est paralysé. Mais écoutez, cette situation paralyse le pays comment? Ça paralyse le pays dans la mesure où le traitement du budget est carrément suspendu. Comment est-ce qu'ils vont traiter du budget dans cette situation, dans cette cacophonie dans laquelle ils sont présentés? Si se faisait par exemple que on met en place un nouveau bureau, que ce bureau soit parti, qu'un nouveau vienne. Il y a les autres aussi qui vont venir avec leur pétition qui est déjà mise en mouvement, mais qui est suspendue peut-être parce que l'actuel bureau est provisoire. Nous allons aller ainsi, et pratiquement la marche normale institutionnelle du pays sera carrément paralysée. Le Parlement, c'est une des institutions majeures de notre pays. Qu'est-ce que le pays profite? À quoi est-ce que ça profite au peuple? Dans le contexte politique dans lequel nous sommes présentement, qui est marqué par des discussions, le contexte sécuritaire, qui est marqué par la prolifération de certains groupes armés. Le contexte humanitaire, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a aujourd'hui certaines insécurités, même sur le plan humanitaire, qui causent certains naufrages au niveau de certaines rivières ou fleuves que nous avons. Vous avez certaines tueries qui continuent à sévisser à l'est du pays. Tout ça, ce sont le contexte dans lequel nous sommes présentement. Hier, il y a un des notables de Uvira qui avait pris la parole, je crois que c'était Bitakwira. Il a dit clairement, avec ce que nous faisons à Kinshasa, ici,
il est fort regrettable de constater que les compatriotes qui se trouvent à l'intérieur du pays se posent la question de savoir si les politiciens à Kinshasa sont conscients ou pas. Maître Samuel Konko, apparemment vous êtes plus sur un terrain politique qu'un terrain légal. Mais c'est essentiellement politique, je viens de le dire tantôt. C'est essentiellement politique parce qu'on aurait bien voulu... Quel est l'intérêt profitable au peuple à l'heure actuelle de pouvoir se mettre dans ces jeux de pétition, alors qu'il y a une loi budgétaire qui doit absolument être examinée, qui peut faire fonctionner les institutions du pays. Voilà pourquoi j'en appelle à la responsabilité des acteurs politiques. On ne doit pas nous livrer ce genre de spectacles. On a assez théâtralisé la scène politique. Il est temps maintenant que le chef de l'État, dans le temps qui lui reste présentement, parce que laissez-moi vous rappeler qu'il reste carrément présentement que de manière effective qui est l'année 2026. L'année 2027, c'est l'année préélectorale. Et si seulement nous devons aller dans ce rythme, mais qu'est-ce que le chef de l'État devra présenter à la fin de son mandat? Qui est censé être le dernier rempart? Qui est censé mettre de l'ordre? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un qui peut dire, on arrête ça, on avance? Mais tout part de la famille, de la famille proche à la gouvernance actuelle, à l'union sacrée. Tout part de là. C'est le désordre qui sort de là et qui vient au niveau institutionnel. Et s'il faut que l'ordre revienne, ça doit répartir d'où c'est parti, ça veut dire de l'union sacrée. Si à l'union sacrée, les options sont levées, ce désordre prendra fin. Merci beaucoup. Mais Joseph Kongolo, vous pensez que c'est également politiquement motivé qu'un député UDPS puisse mener cette démarche, sachant que l'UNC, c'est un parti phare, un parti partenaire à leur parti, UDPS, l'UNC parmi le parti qui a été le premier à soutenir le président Tshisekedi, si pas le seul. Est-ce que c'est politiquement motivé que l'UDPS cherche à évincer? Parlons d'abord de Caméré. C'est motivé politiquement? Non, moi je crois qu'il faut faire la part de choses. D'abord, l'ensemble des griefs portés contre les 5 membres du bureau sont essentiellement d'ordre administratif, de l'institution Assemblée nationale. Si vous lisez chaque grief, vous allez comprendre qu'il n'y a aucun aspect politique. Ce sont des intérêts internes à l'Assemblée nationale. Les salaires, les émoluments, les primes, et ainsi de suite. Mais qui paie les députés? Attention, les députés, ils ont une affectation budgétaire. L'institution Parlement, une affectation budgétaire. Tous les 3 mois, on verse de l'argent à chaque institution. Mais même le salaire des fonctionnaires, ça vient de quelle ça ne se fait pas mensuellement. Ça vient de quelle institution? Pardon? Cet argent qui est affecté vient de quelle institution? Non, mais c'est le budget, c'est l'exécution du budget. Oui, mais qui exécute le budget? Mais exécute le budget, il y a 2 ministères, plus le contre-sein du Premier ministre. Donc, il y a le ministère des Finances et le ministère du Budget. Et tous les 3 mois, chacun a des affectations budgétaires pour le fonctionnement. Donc c'est le gouvernement? Bien sûr. Mais qui exécute? Le gouvernement relève de l'exécutif. Forcément, c'est eux qui exécutent le budget, sous le contrôle du Parlement, qui est l'autorité budgétaire. Je pose ces questions pourquoi? Parce que nous sommes en train de chercher à rétablir la responsabilité, surtout en matière des finances. Oui. Maître Konko disait tantôt que ce n'est pas le bureau ou l'Assemblée nationale qui prend en charge les salaires ou les émoluments des députés, mais c'est plutôt le gouvernement qui donne la dotation justement à l'Assemblée nationale. Absolument. Dans ce contexte-ci, devra-t-on trouver cohérente ce grief reproché à Caméré de gestion opaque des finances? Absolument. C'est-à-dire à quel niveau? Absolument. Écoutez, les affectations, la dotation de l'Assemblée nationale est versée dans le compte de l'Assemblée nationale. Ok. Ok. Quand ça atterrit dans le compte de l'Assemblée nationale, il y a une autre administration de l'Assemblée nationale qui prend en charge ce fonds pour le couler dans les différents couloirs. Il y a les soins médicaux, il y a les missions, il y a le fonctionnement et puis il y a les émoluments. Ok. Il y a un trésorier au niveau de l'Assemblée nationale qui gère ces choses selon la loi. Selon la loi. La loi des finances. Donc, effectivement, il y a une loi de finances et à l'intérieur, il y a aussi d'autres mesures administratives, n'est-ce pas, qui constituent le soubassement de gestion financière. Donc je le dis parce que moi-même, j'étais avec un frère qui était trésorier au Sénat. Donc, l'argent ne sort pas sans être coulé dans les secteurs qui sont préalablement affectés. Voyez-vous? C'est préalablement affecté. À ce niveau-là, c'est le président de la République. C'est pourquoi je disais, c'est le président de l'Assemblée nationale qui est l'ordonnateur des finances. Aucun fonds ne sort si lui n'assigne pas, n'appose pas sa signature au niveau de l'Assemblée nationale. Comment vous comprenez ça si déjà lui-même il se plaint? Non, attention, le président se plaint de la modicité de la dotation de l'Assemblée, pas au niveau de la gestion. En quoi est-ce que attention, il faut faire la différence. La modicité, quand on a la modicité de fonds, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, on n'a pas les moyens de sa politique.
Est-ce que d'abord c'est vrai? C'est ça le problème. Vous pouvez mal gérer ce fonds. Vous pouvez mal le gérer. Vous pouvez mal le gérer. Vous pouvez mal gérer ce fonds. Pourquoi? Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, on a dégraissé un peu le fonctionnement des institutions. C'était à toutes les institutions. On a dégraissé les affectations budgétaires. Il y a eu un budget rectificatif. Rappelez-vous, c'était en fonction de la guerre. La situation sécuritaire à l'est de la République. La réduction du train de vie. Ce qui fait que, la réduction du train de vie des institutions. Ce qui fait que, le Parlement a été touché. Donc, il fallait savoir gérer le peu qu'on vous donne en fonction, n'est-ce pas, d'une autre réalité qui est à l'est. Voyez-vous? Mais il y a un problème quand même. Il y a quand même des questions qu'il faut se poser. Au niveau du Sénat, il n'y a pas d'arriéré de salaire. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y a 3 mois d'arriéré. Et quand on pose la question au ministre des Finances, qui est l'ordonnateur aussi au niveau du gouvernement, il dit que je n'ai pas d'arriéré envers l'Assemblée nationale. Vous comprenez déjà, il y a quelque chose qui louche. Il y a quelque chose qui louche. Pourquoi l'arriéré de 3 mois? Pendant qu'il n'y a pas d'arriéré de la part du gouvernement. C'est toutes ces questions. Le Sénat et l'Assemblée nationale n'ont pas la même dotation. Non, ils n'ont pas la même dotation, mais ils étaient servis. Cette dotation-là, s'il vous plaît, la dotation, ce sont les 3 mois d'arriéré dont les autres se plaignent. Mais je voudrais aller un peu plus au fond. Je voudrais aller un peu plus au fond. Terminé. Ok. Vous voyez les griefs qui ont été portés contre les 5 membres? C'est le nihilisme. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de bureau. Il n'y a pas de bureau? Oui. Ça veut dire qu'ils ne représentent rien. Regardez les griefs, lisez les griefs. C'est fondé. Donc il n'y a rien. Ça veut dire qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas un bureau qui fonctionne. Ces griefs sont C'est ce fondés. que ça signifie. Okay. C'est-à-dire qu'ils ont nié tout. Et la présence du président, et la présence du vice-président, et la présence même du bureau. Très bien. Parce qu'il n'y a rien. D'après les griefs, c'est comme s'il n'y a pas des gens compétents à la tête, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale. D'accord. Et ça, c'est très important parce que c'est là que se trouve le problème. C'est pourquoi je vous ai dit, ça relève essentiellement, ce qui est déclaré explicitement, ça relève essentiellement du secteur administratif. Mais en couverture, ce qui est implicite, il y a aussi un aspect politique, peut-être qu'on va évoquer dans la suite. Aspect politique, oui. implicite. Bon, absolument. On y reviendra puisque Maître Samuel en avait déjà parlé. Hein. Oui. Alors, Maître Bamanaï, comment vous comprenez tous ces griefs? Particulièrement d'abord, en ce qui concerne les finances, il y a cette contradiction de gestion des fonds. À qui on doit l'imputer? À Vital Kamerhe et son bureau ou au gouvernement? Au perchoir de l'Assemblée nationale, il y a quelqu'un qui est au-dessus de tous les autres dans ce bureau. Cette personne s'appelle Kamerhe. On l'appelle président pour ne pas parler de son nom, pour ne pas les citer nommément. Ok. Et il est secondé par des vice-présidents, un rapporteur, je crois aussi un rapporteur adjoint, oui. Un questeur adjoint. Mais rien. Alors je dis rien, même en termes administratifs ou financiers, aucun mouvement ne peut s'effectuer sans qu'il soit au courant. Sans que le président ne soit au courant. Tout à fait. Puisque c'est en principe lui qui engage cette institution. Okay. Quand Kamerhe, par exemple, passe, je crois que c'était au mois de mars, il vous dit qu'ils ont des problèmes de fonctionnement. Des frais de fonctionnement aussi. Des frais de fonctionnement, il manque même du papier duplicateur pour le fonctionnement de l'administration. C'est une aberration qu'une personne dotée des valeurs, dotée de la capacité de comprendre les choses ne peut pas accepter. Pourquoi? Qui ne peut pas accepter? Kamerhe ou bien le gouvernement? Je sais que j'aime bien comprendre. Je vais dire ici que si Dan réfléchit très bien, il ne peut pas admettre une telle bêtise. J'appelle ça bêtise. Pourquoi? Parce que lorsque le budget est voté, il y a des affectations. Je crois que mon co-débatteur l'a dit tantôt. Il y a une ligne de crédit qui est affectée au niveau du Parlement. Et comme le Parlement est bicaméral, ils ont une provision, je ne sais pas, de 3 mois ou de toute l'année, tout ça. Ça comprend tout ce qui est besoin en termes de santé, émolument, administration et tout ça. Donc, ils ont déjà
une ligne de crédit. Ah, il y a une contradiction entre lui et le ministre des Finances. Ils se contredisent. Facilement, ils peuvent signer. Plus c'est de l'argent qui est disponible. Dan, c'est de l'argent qui est disponible, affecté à cette institution. Vous comprenez? Lorsque le budget est voté, cet argent est envoyé, est affecté, est alloué et si vous voulez bien, envoyé dans ces lignes de crédit, dans cette ligne de crédit qui est le Parlement, entre autres. Donc, vous ne croyez pas que Kamere manque des fonds de frais de fonctionnement, si Kamere, comme il l'a dénoncé lui-même? Lors de sa déclaration passée, avait dit qu'il ne touchait pas ses émoluments ou ses frais d'abord lui en tant que... Puisque en dehors de ses émoluments, il a les frais pour lui en tant que bureau, le président du bureau de l'Assemblée nationale, ça touche autour de quelques 300 000 $, d'après ce que... Émoluments. L'ensemble de tout ce qui est frais de fonctionnement. Frais de fonctionnement du bureau. D'abord, monsieur le président. Ok. Vous comprenez, monsieur le président de l'Assemblée nationale. Alors, s'il avait dit qu'il ne touchait pas cet argent, je pouvais comprendre. Mais là, il n'a pas évoqué ce point-là, mais il a préféré parler des papiers duplicataires. C'est une bêtise. Et pour récupérer, pour entrer en possession de leurs frais, ils n'ont pas besoin de recourir à d'autres personnes. Comme je l'ai dit tantôt, qui sont une ligne de crédit, qui sont appelés à bouger ou à secouer juste par une signature, un document. Vous ne croyez pas que le gouvernement peut aussi un peu envoyer, bon, parce qu'on parlait des réductions du train de vie des institutions, vous ne pensez pas que le gouvernement peut envoyer, pas totalement les frais de la totalité, le gouvernement peut aussi envoyer une partie au regard des besoins? Lorsque un budget est voté, il est envoyé à ce qu'on appelle une commission qu'on appelle la ECOFIN. Vous comprenez? Et au niveau de l'ECOFIN, ce qui se fait dans notre pays, la majorité même des entreprises publiques ici vont en coulisses voir la commission ECOFIN. Est-ce que vous ne pouvez pas bouger chez nous par rapport à nos dépenses, par rapport à nos besoins? C'est ce que vous nous avez alloué. C'est pour ça qu'on trouve les institutions qui sont en dépassement budgétaire. L'enveloppe annuelle, ça ne va pas répondre. Par exemple, une entreprise qui vous dit que l'enveloppe salariale seulement ne correspond pas à ce que vous nous avez envoyé. Ça, c'est fait. Même le député. Le député même, ils le font. Non, non, ce qu'on nous a alloué comme ligne de crédit, ce qu'on nous a alloué comme pourcentage, ça ne va pas marcher. Essayez un peu de bouger. Ils ont leur argent. Ils ont leur argent. Ils ont leurs moyens de fonctionnement. Alors, quand Kamere se permet de venir dire que non, on ne nous donne pas de papier. Mais la loi est votée, il reste l'exécuter. Parce que exécuter la loi, c'est un mensonge. C'est autre chose. Hein? Lorsque cette loi de finances est votée, ça devient opposable à tous ceux qui sont... Mais en réalité, sur le terrain, on n'a pas souvent la même réalité que les fonds tels que c'est... La loi telle que c'est votée, et dans l'affectation, il y a souvent des écarts. Parfois, on dit que la présidence est un dépassement de 200%, quand vous avez 300%, suivi les griefs, et au détriment d'autres institutions qui sont en manque de... Mais maintenant, je comprends bien, mais aspect politique. Il y a des députés qui ont dit que cette affaire, vu le contexte de guerre, tout ça, c'est pas bon. Maître Eric l'a rappelé, Maître Samuel l'a rappelé. Votre réaction? Je ne vois rien de politique dans tout cela, puisqu'il faut seulement commencer par analyser les griefs que les pétitionnaires ont déposés contre ces 5 personnes ou les personnes susvisées. D'accord. Il n'y a aucun élément politique là-dedans. Ils ont été clairs, ils ont parlé de l'ère sociale, ils ont parlé des mauvais traitements, ils ont parlé de la gestion opaque, si vous voulez bien. Ils ont parlé aussi d'une sorte de... Pourquoi ne pas laver cette affaire en interne? Parce que les linges sales, c'est là en famille, dit-on. Pourquoi ne pas laver ça en interne? Qu'est-ce qui se passe? En interne, là, ils discutent et puis règle l'affaire. Il fallait nécessairement aller à d'échéance Dan, je vais te dire que la procédure enclenchée par les pétitionnaires est légale. Donc, s'ils ont choisi d'aller par la voie des pétitions, ils n'ont pas péché. Ils n'ont péché ni contre un individu, encore moins contre la loi, le texte. Maître Bamanaï, merci beaucoup. Maître Samuel Konko, politiquement parlant, d'abord, il y a un député UDPS. C'est lui qui est vraiment
vraiment à la manœuvre. Hein. Il est vraiment au front, en ligne de front, le premier à la ligne de front. Qui c'est lui qui porte cette pétition d'abord contre le président Kamere, en dehors des autres pétitions, c'est lui qui vise Kamere, il doit tomber, ainsi de suite, il mobilise et tout ça. Le fait qu'il soit UDPS, c'est un hasard? Bon, je dirais pas forcément que ce soit un hasard, au regard de tout ce que j'ai développé tantôt. C'est vrai que au début, à la première prise de parole du confrère Eric, il a dit tantôt qu'il avait dit que si seulement la pétition était portée par des personnes autres que swahilophones, on aurait peut-être prétendu dire que voilà, c'est une certaine communauté qui vise à pouvoir discriminer les swahilophones et tout. C'est vrai que c'est un discours que nous ne soutenons pas tellement, mais on connaît notre environnement, vous savez. C'est pas forcément parce que les personnes qui ont porté cette pétition ne sont pas d'une certaine communauté que nous n'allons pas dire que derrière les personnes qui ont porté la commission, il y a d'autres intentions. Nous n'allons pas dire simplement ça. Vous savez, généralement en politique, les gens utilisent aussi des tacts. Ils se disent que si j'agis comme ça, ça risque d'être récupéré de cette manière. Alors pour que ce ne soit pas récupéré de cette manière, allons-y de cette manière. Mais toutes choses restant égales par ailleurs, c'est toujours la même famille politique. C'est toujours l'union sacrée. C'est toujours l'union sacrée. Ça veut dire, aujourd'hui, si ce bureau-là est déchu, si Kamere et ses autres collaborateurs sont déchus, cette déchéance profitera à qui? Ça profitera à qui? C'est vrai qu'on peut bien dire ici que non, ils sont en train d'exercer une activité normale parlementaire, de pouvoir faire des pétitions, mais quel est le caractère, quelle est l'opportunité de ces initiatives? Quelle est l'opportunité? Et dans ces pétitions, qu'est-ce qui est repris? Ils sont là, c'est pour un mandat d'abord représentant le peuple. Il y a quoi qui concerne le peuple dans tout ce qu'ils ont évoqué? Il y a quoi qui concerne le peuple? Maître Samuel, si ils ont à dénoncer qu'il y ait malversation financière, à leur place, que feriez-vous? Vous savez, c'est comme je l'ai dit tantôt, que si seulement il y avait une malversation, cela aurait pu être constaté dans la manière dont la pétition a été mise en mouvement. La pétition n'a ciblé que quelques personnes, comme pour dire que les autres, eux, sont sains, alors que la gestion, elle est collégiale pratiquement. Alors que la gestion, elle est collégiale. C'est là que je suis en train de dire que ici, les intentions, les mobiles et tout ce qui va avec sont d'abord à la base politique. Il y a peut-être une brèche que je vais essayer d'ouvrir. Peut-être qu'on se réserve de pouvoir dire à haute voix. Mais certains salons politiques le disent clairement que Kamere prend des positions qui sont en déphasage avec sa plateforme politique. Kamere ne soutient pas de manière publique et ostentatoire la position que prend généralement le président de la République quant à la question de la résolution de la question de l'Est. Kamere serait peut-être, quelquefois il contredirait le chef de l'État, que Kamere serait peut-être une sorte de bouclier qui empêcherait peut-être une éventuelle révision ou tentative de révision de la Constitution. Cela se développe dans certains salons politiques. Est-ce vrai, est-ce faux? Mais nous constatons tout simplement que le monsieur sera mis de côté et sa déchéance sera pour profiter à qui? Donc c'est clair qu'il sera mis de côté. Mais écoutez, l'expérience le démontre, hein, dans l'histoire parlementaire dans l'histoire parlementaire de ces pays, il n'y a personne qui a déjà échappé à une pétition, hein, surtout au bureau. Personne. Quand il y a une pétition contre le bureau, ce bureau finit par tomber. Dans l'histoire politique de ces pays. Donc, de manière claire, il est déjà visé. Peut-être que les vins est déjà tiré, il faudra les boire. C'est à lui de prendre des dispositions peut-être pour l'avenir. Mais je crois que cela n'est pas tellement bon présentement. Le président de la République n'a pas besoin de ça. Kamere, c'est un allié stratégique du chef de l'État. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un allié stratégique du chef de l'État. Il est encore préférable de l'avoir avec lui que de l'avoir contre lui. Même s'il commet des infractions, le préférable, c'est de gérer en interne. Hein. Écoutez, vous savez, il joue franc jeu, il joue pas franc jeu. L'essentiel, c'est... Il y a même des informations selon lesquelles ces immeubles, ces appartements ne sont pas attaqués par les M23, quelque part. Vous savez, on reproche à Kamere, et c'est que vous le dites indirectement, de dire que Kamere a plus une approche qui est celle de pouvoir emmener le gouvernement à discuter avec le M23. Cette position, Kamere, il l'a eue il y a très longtemps. C'est les autres qui ont essayé de pouvoir le rejoindre après. Vous savez, il y a des gens qui ont une expérience de la gouvernance avec lesquels on a quelquefois besoin d'apprendre. Kamere, quand il a pris ce genre de position, il a une expérience de la gestion de conflits dans ce pays. Et il avait su et il avait compris que, compte tenu des éléments qui étaient en présence, il était préférable de négocier. Et on a fini par ça.
Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on n'aime pas les gens qui disent la vérité? On aime bien des flatteurs. Et nous savons très bien, les flatteurs, comment ils finissent. Rassurez-vous que cette union sacrée, aujourd'hui, les personnes sont en train de pouvoir soutenir les chefs de l'État. C'est pour avoir juste certains avantages politiques. À la fin du mandat des chefs de l'État, ils vont changer des fusils d'épaule, hein. Ils vont changer des coins, ils vont changer des camps. Et cela est réellement palpable dans l'histoire politique de ce pays. Voilà pourquoi moi, je pense que c'est vrai que les vents est tiré. C'est vrai qu'on s'est créé un prétexte, nous savons, politique pour pouvoir justifier son mobile ou son action. On a juste besoin d'un prétexte. On s'est créé un prétexte pour pouvoir évincer le président du Parlement, ça c'est une chose, mais politiquement, il faut savoir que c'est un des alliés importants du chef de l'État, et lui-même l'avait dit que c'est quelqu'un qui pouvait encore servir ce pays. Et il y aura des conséquences terribles ainsi, aujourd'hui il est évincé. Ben, nous entendons aussi, bon, les conséquences terribles, il appartiendra peut-être à la personne concernée de pouvoir parce qu'il les conséquences politiquement. Parce qu'il dit que c'est un allié stratégique, c'est pas important aujourd'hui de changer de faire des choix, ça ne profitera pas à la famille politique. Ça va vraiment pas profiter. Pourquoi est-ce que je dis que ça va pas profiter? Parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a peut-être une course au Dauphinat silencieuse qui est en train d'être ouverte. Et dans cette course-là, il y a certains, peut-être, à qui l'on pense qu'on reprocherait certaines ambitions. Vous constaterez que récemment, il n'y a pas très longtemps, il y a le président de la jeunesse du MLC qui a fait une déclaration selon laquelle il pensait que le président de leur mouvement, de leur parti politique, serait celui qui remplacerait le chef de l'État, ou celui qui postulerait après les chefs de l'État. Mais quelle est la conséquence qui a suivi après? C'est que le MLC s'est désolidarisé de lui en faisant quoi? En l'écartant. Mais à part Mbemba, il y a aussi un autre de côté. On pense aussi que Vital aussi, c'est un challenger important. Est-ce que faudra-t-il continuer à faire chemin avec lui? Il faudra l'écarter. De l'accord de Nairobi, hein, de Nairobi, qui aurait dit, c'est vrai qu'on n'a jamais eu cette copie-là, que Tshisekedi soutient Kamere un mandat ou 2 mandats, et les autres mandats, Kamere et Tshisekedi. Voilà, vice-versa, ils se soutiennent. Oui, ça avait été dit dans leurs accords, ça avait été dit de manière claire, mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce que ces accords-là, ils y tiennent dessus, ou bien ce sont des accords qui sont carrément morts en elles-mêmes? Reste à savoir. Merci beaucoup. Monsieur Joseph Nkongolo, vous voulez parler de l'aspect politique? Oui, l'aspect politique est une chose, mais ce qui est vrai, c'est vrai, on peut utiliser ça comme prétexte, comme Maître vient de le dire tout à l'heure. Mais il y a une faillite de la gouvernance à la tête de l'institution, de la part de quelqu'un qui a une longue expérience. Quels sont les éléments qui le prouvent? Oui, mais les griefs, c'est une absence totale de la gouvernance. Tout ce qui est dit, c'est la négation de la gouvernance, en fait. Parce que... Il y a une commission qui est mise en place pour analyser tous ces griefs. Comment vous pouvez déjà d'emblée dire que cela est valable? C'est sur base des griefs. C'est sur base des griefs. Jusqu'à preuve du contraire, les griefs qui sont portés contre les 5 personnes qui constituent le leadership même de cette gouvernance au niveau de l'institution. Vous comprenez? Oui. Et curieusement, il y a 3 professeurs d'université qui sont tous visés. Je vois, le tout dernier, c'est Chilombaï, qui sont tous visés. Des professeurs d'université, je l'ai dit, qui donnent des matières qui sont proches de la gouvernance. Vous comprenez? Ils ont failli. Si, effectivement, ces griefs sont corrects, et j'ai entendu Kamere, par le dos de la cuillère, demander pardon, n'est-ce pas? Oui, ils étaient au conditionnel. Hein. Effectivement, quand on demande pardon, ça veut dire on s'avoue fautif quelque part. Il a dit, si vous avez des reproches à me faire, si vous pensez que... Ce sont ces reproches. Ce sont ces reproches-là. C'est au conditionnel. S'il vous plaît, c'est le français. C'est conditionné. Allons dans le fond. Allons dans le fond de la pensée. C'est conditionné. Dans le fond de la pensée, M. Kamere demande pardon. Il demande pardon. C'est ça le fond. Là, c'est la forme. Ce que vous dites, c'est la forme. Parce que le mot pardon, je ne vois pas par quelle voie il viendrait dans son discours. Tout simplement, une façon indirecte, il a avoué ses fautes, ou quelques-unes de ses fautes. Des fautes parmi les griefs qui ont été donnés. Donc, ça veut dire qu'il y a une faillite de la gouvernance à la tête de l'institution, dirigée, le leadership de cette institution, par 3 professeurs d'université. Et ça, c'est très grave. C'est très grave, ça. À qui profitera cette déchéance? Mais écoutez, à qui ça va profiter? Oui. D'abord, parce que vous avez posé la question, c'est d'ailleurs l'aspect politique auquel je voulais faire allusion, je crois que Maître vient de dire quelque chose d'important. Oui. Et c'est ce qui se perçoit dans l'opinion. Non seulement l'opinion en général, même l'opinion politique de l'Union sacrée. On a trouvé que Kamere revise la position du président de la République qui est censé être l'autorité de référence de l'Union sacrée. Qu'est-ce qu'il a dit de contradictoire au chef de l'État?
il est dans le parallélisme, voyez-vous? C'est-à-dire que quand le président dit non au dialogue avec les ennemis, ceux qui ont pris les armes, qui ont pillé, ok? Kamere préfère incorporer tout le monde dans le processus du dialogue. Voyez-vous? Là, ça c'est du révisionnisme de la pensée du président de la République. Est-ce que ça ne peut pas Pourquoi la position de Kamere, je dis, pourquoi la position de Kamere n'est pas bonne? D'abord parce que depuis le RCD, on a procédé aux mêmes moyens. Vous tuez, vous violez, vous détruisez, vous devenez les chefs à Kinshasa, vous entrez dans les institutions, on vous applaudit pour avoir tué. Le CNDP est arrivé, la même chose, on a tué, on a violé, on a fait tout ce qu'on voulait faire. Allez, on passe par le dialogue, on devient chef à Kinshasa, on applaudit, pipon, pipon, pipon sur les grandes artères de la ville de Kinshasa. Le M23, la même chose, en 2009, c'était la même chose. Ils ont tué, ils ont violé, allez, on entre dans le dialogue, on répare la chose, ils entrent dans les institutions, ils deviennent un parti politique, ils réclament des postes, n'est-ce pas, dans l'armée, et puis, ça revient à la même chose. Non, je crois que quelque part, on doit arrêter. Voilà pourquoi, personnellement, je soutiens la position du président de la République. Il faut arrêter. Mais quand on arrête, il faut aller jusqu'au bout. Il faut mettre les moyens qu'il faut pour arrêter ce processus, n'est-ce pas, de ces jeux saccadés. Il y a une question que Maître Samuel s'est posée ici, pour dire que nous sommes un pays qui est agressé, tout ce qui se vit dans la partie orientale du pays, déplacement des populations, voilà, tout ça, tout ce chaos que nous vivons de l'autre côté, cette question est perçue un peu comme si, voilà, une distraction, une crise sur une autre crise. Est-ce que doit-on sacrifier la gouvernance, une école à laquelle nous sommes, nous, pour consolider la démocratie, parce que nous sommes agressés à l'Est? C'est une question que je me pose. Est-ce que devons-nous sacrifier la gouvernance des institutions, la bonne gestion des institutions, parce que nous sommes agressés? Et si politiquement c'est désavantageux? Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que avons-nous le droit, aujourd'hui, de mal gérer les institutions parce qu'il y a guerre à l'Est? Je crois que ça sera incompréhensible. L'efficacité de la politique, y compris la résolution de conflits, est fonction de l'efficacité du fonctionnement des institutions. Donc, est fonction de l'efficacité du fonctionnement des institutions. Si une grande institution comme le Parlement n'arrive pas à fonctionner correctement, parce qu'il y a des réclamations à l'intérieur. Kamere, c'est un allié stratégique, comme l'a dit Maître Sabien. Oui, je veux bien, c'est un allié stratégique, je veux bien. Il y aura des conséquences. Je veux bien. Est-ce que c'est une raison, si cela est vrai, si les griefs là sont corrects, de mal gérer une institution, de créer de remous à l'intérieur de l'institution, qui a une part de responsabilité dans la recherche de la solution au problème de l'Est? Est-ce que c'est ça? Alors, s'il y a des remous, il y a des problèmes, n'est-ce pas? Ça joue sur l'efficacité du rendement de cette institution, et par conséquent, ça va jouer aussi sur la guerre. Donc, il n'y a rien qui n'ait pas besoin de la population. Il ne faut pas que les gens se trompent, il faut une fausse analyse. Le bon fonctionnement du Parlement fait partie du besoin de la population, fait partie de l'efficacité du fonctionnement des institutions dont on a besoin aujourd'hui pour mettre fin à la guerre de l'Est. Qui vous dit que si le Parlement ne fonctionne pas correctement, ça n'est pas un besoin de la population? On n'est pas en train de perdre le temps. Les gens, on ne perd pas le temps. Je voudrais dire ceci, dans la marche de la démocratie, dans la construction de la démocratie, la route n'est pas linéaire. Il y a des montées, il y a des descentes. Ces crises, la France les a connues depuis 1789. La France est devenue démocratique malgré la Révolution vers les années 1900. Ok? C'est que le chemin n'est pas facile. Nous sommes à la fois à l'école de la démocratie, et là, nous devons miser sur la gouvernance. Au même moment, nous avons des problèmes à l'Est qui sont résiduels et qui vont devoir passer. Non, nous n'allons pas accepter ça. Sinon, alors demain, ça sera le cas du gouvernement qui va aussi faire de la bouillabaisse dans le fonctionnement. Ah non, on a à l'Est, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Demain, ça sera dans l'équipe judiciaire, dans le pouvoir judiciaire. On dira non, nous avons des problèmes à l'Est, on ne peut pas sanctionner, on ne peut pas faire ceci. Non, je crois que là, c'est une mauvaise orientation, c'est une mauvaise réflexion. Nous devons garder la ligne, garder le cap. Si quelqu'un a mal fait, il faut l'écarter du jeu politique. Tout simplement pour laisser les autres, n'est-ce pas, et reconstruire l'efficacité de l'institution. Merci bien.
Caméré dans l'opposition, peut-être s'il est déchu, certains le voient déjà dans l'opposition. Est-ce que ça sera bénéfique pour je sais que dans les incidents de Rotana, je termine par là. Dans les incidents de Rotana, vous avez vu ce qui s'est passé. D'accord. Ça veut dire que ce que vous dites, c'est déjà tracé. Parce que les députés de l'opposition semblent être derrière M. Caméré. Effectivement, ils sont en carence. Merci beaucoup. Le leadership, c'est normal que quand quelqu'un est déchu du côté de la majorité, qu'il soit reçu à bras ouverts du côté de l'opposition. Enfin, c'est ce que je ne souhaite pas aussi. Hein. Je ne le souhaite pas, mais je dis quand même, je trace les faits tels qu'ils se présentent sur le terrain. Bon, l'avenir nous donnera, nous dira quoi. Maître Bamanaï, comment vous abordez cet aspect essentiellement politique? Voyez-vous des contradictions entre les positions du président Caméré et du chef de l'État? Vous savez, Dan, j'aime bien quelqu'un, un auteur qui a écrit beaucoup de choses, notamment sur le pouvoir de l'État. Il définit les 3 pouvoirs traditionnels de l'État en les citant nommément, notamment le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et lui, il prône la séparation de pouvoir. Et si nous devons nous mettre à appliquer cela, je pense qu'on n'a pas besoin d'évoquer l'aspect politique dans la démarche qui est menée par les députés pétitionnaires au sein de l'hémicycle. Caméré, ce n'est pas pour la première fois qu'il se comporte comme ça. Sous Kabila, Caméré avait toujours des positions contraires. Que cela soit bonne ou mauvaise, mais appartenant à une famille politique, mais il aimait beaucoup plus vivre en contradiction avec cette famille à laquelle il appartenait. Comme si cela ne suffisait pas, Caméré tentait de refaire la même chose. C'est une aberration aujourd'hui que de dire que Caméré c'est un allié stratégique ou un allié important pour le président de la République. C'est faux. Il n'est pas allié stratégique. Parce que lui-même, lors de 2018, les seuls qui vous accompagnaient. Non. Lors de son speech, il a dit que vous m'appelez pacificateur. Mais au cours de son speech même, c'était le mercredi, je crois, c'était le lundi, lors de la rentrée parlementaire, Caméré, non seulement il a demandé pardon, mais il a promis de revoir sa façon de gérer les choses. Mais c'était un aveu. Il a reconnu. Et il a promis de répondre aux desiderata des députés dans l'ensemble, bien que ce sont des pétitionnaires qui forment un groupe donné de 200 et quelques et tout ça là. Mais Caméré a reconnu. Et tout ça, on est en train de lui reprocher quoi in globo? La mégestion, la mauvaise gouvernance. Donc aujourd'hui, puisque c'est les pétitionnaires, les députés même qui ont initié cette action-là, cette démarche, si Caméré partait, ça ne va rien changer dans la République. Contrairement à ce que je viens d'entendre dans celui. Ça ne va rien changer. Caméré déchu, oui. Rien ne change. Rien ne change. On va voter notre bureau et ce bureau aura pour mission de ne plus retomber ou tomber dans les mêmes erreurs que ce qu'on a reproché à Caméré. C'est tout ce que nous pouvons retenir. Caméré était là, Caméré est passé, la nation ne va pas s'arrêter. Le fonctionnement de la nation ne va pas se limiter par là. Avoir Caméré autour de soi, avec soi, ou Caméré loin de soi, qu'est-ce qui est préférable? Si nous pouvons utiliser le loupe pour lire le comportement caché de Caméré, vous allez comprendre que Caméré est avec nous comme un chrétien qui avait l'habitude d'aller dans les hôtels, mais qui accepte de donner sa vie à Jésus-Christ. Les pieds qui partaient à l'hôtel
ont changé juste des itinéraires, ont commencé à fréquenter l'église, mais au fond de la personne, il est toujours ce qu'il était, quelqu'un qui est habitué à aller à des endroits qui sont contraires à ce qu'il confesse. Mais pourquoi vous n'avez pas refusé cela en 2018? C'est aujourd'hui que vous voulez 2018. Dans une famille, lorsque vous commencez à avoir des sons contraires sur une décision, sur une proposition, sur une vision donnée, ça devient tellement compliqué. Alors en ces moments-là, le lema qui constitue l'obstacle doit être écarté. Malheureusement, vous connaissez, vous voyez le comportement des Kamere. Lorsque le président de la République prend une position à gauche ou à droite, Kamere, lui, prend l'opposé. Et mon co-débatteur l'a dit, c'est le parallélisme. Donc il aime toujours être en contradiction avec tout ce que le président de la République est en train de viser pour résoudre soit le problème tant de la sécurité à l'est de la République ou d'autres problèmes liés à la gouvernance du pays. Kamere a toujours une position diamétralement opposée par rapport à celui du président, du président de la République. Il ne reste pas beaucoup de temps. Je pense que le mieux à faire, comme lui c'est quoi, il s'est dit qu'il est faiseur de roi, il faut que la pétition, ça c'est moi maintenant qui l'ai dit, il faut que la démarche, cette procédure-là aboutisse et que Kamere soit mis de côté. 2028 est en train d'approcher. Comme lui, il a passé son temps à fabriquer le roi, prochainement, en 2028, il va se fabriquer lui-même et il deviendra roi. Il va se fabriquer lui-même. Je rappelle à la régie que l'émission, c'est 1h15. Donc, on n'a pas encore atteint 1h15. On a encore plus ou moins 10 minutes pour pouvoir clôturer cette émission. Donc, l'émission n'est pas 1h juste, c'est 1h15. Alors, les 10 minutes restantes, on va devoir donc clore. Dernier tour de table pour pouvoir clôturer. Maître Samuel Konko, comment voyez-vous finalement, disons, l'après, à supposer que Kamere ne soit plus là, comment voyez-vous cette famille Union Sacrée? Il y aura un jour, il y aura un soir, il y aura un matin, il y aura un soir. Je crois que les jours vont continuer. Mais au moins, l'Union Sacrée va se retrouver dans une situation où elle aura perdu un allié important. Est-ce qu'il reste aussi à se poser la question de savoir, est-ce que le fait pour lui d'être déchu du perchoir, va-t-il quitter aussi l'Union Sacrée? Point d'interrogation. S'il va rester dans l'Union Sacrée, une chose reste sûre, c'est qu'il y aura carrément certaines frictions aussi, parce que tant qu'il ne sera pas rétribué autrement, je crois que ça va constituer une source de frustration pour lui-même et pour sa famille politique. C'est une chose qu'il faudra régler. Nous avons déjà dit suffisamment sur ces plateaux qu'il nous fallait éviter toute forme de frustration dans notre microcosme politique, parce qu'à un moment donné, tous nous en connaissions. Le plus grand perdant, ce sera qui? Le plus grand perdant dans cette situation, d'abord, c'est d'abord nous, le peuple, premièrement. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, les priorités pour nous, le peuple, sont d'ordre budgétaire. C'est le budget d'abord qui doit être adopté. Alors présentement, avec l'allure où nous allons perdre plus ou moins 1 ou 2 mois, parce qu'il faut aussi retenir que la session budgétaire va de septembre à décembre. C'est pratiquement 3 mois. Si nous allons comme ça, on risque de perdre un seul mois, et il en restera combien? Et qu'est-ce qu'il faudra avoir comme temps pour permettre de pouvoir donner à l'exécutif les moyens nécessaires sur le plan légal à pouvoir exécuter son plan? Ça sera très compliqué. Voilà pourquoi j'ai dit que ça ne visait vraiment pas l'intérêt du peuple. C'est pour des intérêts égoïstes et pour des calculs électoralistes. Voilà pourquoi je voulais dire ceci. Que cette course au Dauphinat silencieuse qui est ouverte, vous allez constater peut-être avec le temps que toutes les personnes qui seront potentiellement placés dans une position de pouvoir postuler en 2028, vous constaterez que la plupart, petit à petit, commenceront à être écartés du chemin. Il y en a déjà certains qui sont tombés. Voyez-vous un peu quoi, la formule, bon, comme ça s'est passé au FCC, Kabila désigne un dauphin. Oui. En tout cas, on va dire que presque tout le monde s'aligne. Hein. Est-ce que vous voyez ça en 2000 Non, avec la classe politique que nous connaissons. D'abord, l'Union Sacrée est constituée de qui? L'Union Sacrée est constituée carrément plus des personnes qui ont appartenu au FCC. Mais eux qui sont pratiquement majoritaires. Ils se sont alignés derrière Chadari. Pourquoi ils ne se aligneront pas derrière un dauphin que choisira le chef de l'État, par exemple? Tout sera une question de gestion d'ambition. Qui sera désigné et qui va réellement
va réellement incarner les désidérata de toute cette classe politique? Je n'en vois pas. Voyez-vous quelqu'un? À l'heure actuelle, je n'en vois vraiment pas. Là que nous voyons qu'il y en a certains qui sont de manière stratégique écartés, parce qu'il y a aussi certains qui disent qu'il y a un fait peut-être qu'on n'a pas dit ici, il est reproché aussi à Kamere un détournement des fonds au sein du Parlement. Alors, si on ouvre une brèche pénale, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il en suivra? C'est qu'il sera poursuivi et lui aussi il risquerait de connaître aussi une sanction d'inéligibilité comme l'a connu aussi Moutamba. Alors c'est comme ça que j'ai dit que faisons attention à cette course au Dauphinat de manière silencieuse qui est ouverte. Merci beaucoup Maître Samuel Nkongo. Monsieur Joseph Nkongolo, voyez-vous comment l'Union sacrée de la nation implosée au regard de ce qui se passe en interne et surtout qu'on approche 2028? Cette famille politique a-t-elle long feu? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les plateformes sont toujours fragiles. Elles ont toujours été fragiles. Pas les partis politiques, mais les plateformes pour diriger sont des plateformes qui sont toujours fragiles. Regardez ce qui se passe en France, regardez ce qui se passe, toutes ces coalitions-là, généralement, elles sont toujours fragiles. L'effort du leadership au sein d'une plateforme, c'est de maintenir tout simplement unis, mais à l'intérieur, il y a toujours des fissures. Kabila l'a fait. Pardon? Il a su maintenir les gens autour de lui. Mais oui, pendant qu'il était au pouvoir. Kabila l'a su. Mais oui, avec l'UM. A su le faire. Mais oui, avec l'UM, il a soutenu, il a maintenu, n'est-ce pas, cette plateforme, n'est-ce pas? Et jusqu'à la fin du pouvoir. Et juste après, ça a implosé. Donc c'est une structure qui n'a pas longue vie. Ça dure du temps où quelqu'un est au pouvoir, c'est lui qui l'a entretenu, il est au pouvoir. Et après ça, c'est très difficile de voir une telle plateforme survivre. À moins que le monsieur enjambe les mandats. Peut-être là, à ce moment-là, il y a possibilité en dehors de survie. Personne d'autre, il n'y a personne d'autre qui peut être comme une personne qui peut être un homme central. Non, en dehors du président Tshisekedi. Attention, nous n'avons pas le droit de dire ça. Pourquoi? Quand Tshisekedi est venu, personne ne lui a donné la force et l'intelligence de ce qu'il est en train de faire. Ça veut dire qu'il y a des Congolais capables de le faire. Peut-être que moi et vous ne connaissons pas. Il y a des Congolais plus aguerris qui vont le faire. Dans l'Union sacrée. Même dans l'Union sacrée, il y en a. Tout le monde n'est pas mauvais là-bas. Tout le monde n'est pas volant, tout le monde n'est pas ceci, tout ce qu'on est en train de dire dans la cité. Je parle de la fédération. Justement, ils se connaissent. Quand vous vivez dans un corps, vous savez qui est qui. Les grands leaders là, ils se connaissent très bien. Ils savent le mal de Bemba. Je ne dis pas, je ne voudrais pas citer de noms. Parfois, ce sont des gens que nous connaissons mal, nous. L'opinion générale, nous les connaissons mal, mais des fédérateurs. Des gens que les uns les autres acceptent. Qui ont été avec Mobutu, qui ont été avec Joseph Kabila. Écoutez, tous ceux que vous citez là-bas, ce sont des Congolais qui ont géré, qui ont eu à former d'autres gens, à faire acquérir à cette expérience à certains acteurs politiques. Toujours aux affaires. Oui, bah, il y en a. Il y en a aussi qui ont la chance d'être toujours aux affaires. Vous avez Bahati. C'est depuis la Confédération souveraine. C'est une chance. Pardon? C'est une chance. Mais écoutez, ceux qui ont acquis, attention, ceux qui ont acquis une bonne expérience, c'est une chance pour la République. Mais il y a d'autres qui ont acquis une mauvaise expérience. Merci bien. Je vais vous donner un exemple. Regardez en France, la classe politique française, en dehors de Macron, c'est lui qui est venu briser un tout petit peu le glas. Mais en réalité, c'était des gens qui avaient commencé la politique depuis les années 40, qui ont continué à changer à la tête du pouvoir en France. Hein? Vous voyez? Donc, il y a une bonne expérience qu'on peut acquérir à travers, n'est-ce pas, les différents postes qu'on a occupés, tout comme on peut acquérir aussi des mauvaises expériences. Très bien. Bon, les bonnes, il y en a toujours. Mais vous ne voyez pas l'Union sacrée. C'est pas parce que nous, on ne les connaît pas. D'accord. Non, ils peuvent être dans l'Union sacrée, tout comme ils peuvent être à l'extérieur. Oui. Ils peuvent être à l'intérieur du pays, tout comme ils peuvent être à l'extérieur du pays. Donc, tout est possible. Ça peut être vous aussi. Ça peut être maître. Ah oui, ça peut voyez-vous. Donc, nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a personne d'autre que celui-là. Quand Mobutu est là, les gens ne croyaient pas que quelqu'un d'autre pouvait tenir ce pays. Et il est parti, Kabila est venu. Merci beaucoup. Et puis Kabila fils est venu, malgré tout ce qu'on a dit autour de lui. Il a essayé de faire ce qu'il pouvait faire. Et aujourd'hui, Tshisekedi, à qui on n'a pas donné suffisamment de chance, il est là, il a maintenu. Donc, je crois que la classe politique que nous avons, elle n'a pas que des leaders, elle a aussi des experts autour qui peuvent soutenir un leadership dans un pays. Merci bien, Joseph Congo. Alors, Maître Bamanaï, UDPS au pouvoir. UDPS travaille avec ceux ceux qu'il a combattu. Hein. Beaucoup étaient opposés à l'UDPS. Je parle même du MLC à un moment, ça ne marchait pas avec l'UDPS. Le MLC au pouvoir, l'UDPS, voilà. Maître Bamanaï, aujourd'hui, voyez-vous l'Union sacrée persister après 2028 autour d'un autre leader, autre que le président Tshisekedi?
Dan, vous savez, en politique, hein, on peut créer des alliances et les dissoudre ou mettre un terme à ces alliances-là. Ça existe. Ce sont des démarches qui sont connues, ce sont des démarches qui existent. Et dire que en 2028, l'Union sacrée dans son ensemble acceptera de soutenir, c'est ça votre question? Oui. Un candidat, un dauphin venant de l'IDPS. De l'Union sacrée. De l'Union sacrée, oui. Oui. Et je vais répondre comme suit. Si cela posera un problème, oui, on peut passer par des primaires. Puisqu'au sein de l'Union sacrée, on l'a déjà fait une fois. Lorsqu'il fallait présenter la candidature de l'Union sacrée à l'hémicycle, notamment à l'Assemblée nationale, comme les voix étaient discordantes, on a fait des primaires. On a fini par passer par les primaires. Et Kamere était bénéficiaire de ce choix-là. Malheureusement. Je ne parle pas de malheureusement, non. Je n'étais pas là, donc les choix étaient portés sur sa personne pour aujourd'hui représenter le candidat qui ensuite va devenir ou qui est devenu aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale. Et on pourra toujours procéder de la même façon en 2028 si les violons ne s'accordent pas mais en 2018, au sein, en 2028 je disais, si les violons ne s'accordent pas au sein de l'Union sacrée, puisque en passant, l'Union sacrée n'a pas vu le jour à l'élection du président de la République. Non, c'est après. Lors de son premier mandat, il y a eu d'abord ce qu'on appelle les caches, et les caches qui étaient qui géraient ensemble avec les FCC. Et les caches n'étaient composés que de l'IDPS et de l'UNC. Et quelques temps après, cette histoire des caches a été conjuguée au passé pour donner la naissance à l'Union sacrée, ce que ça a permis d'élargir, d'arrondir les angles, donc faire entrer ceux qui n'étaient pas là avec une nouvelle dénomination ou une nouvelle appellation. Est-ce que l'UDPS peut accepter de soutenir quelqu'un qui ne vient pas de ses rangs? En 2018, vous avez refusé de soutenir Martin Fayoulou parce qu'il ne faisait pas, il n'avait pas le poids politique nécessaire. Vous avez revenu pour demander aux vôtres, Étienne et Félix Tshisekedi. Je pense que est-ce que l'UDPS peut s'aligner derrière un autre candidat, autre que un non-ressortissant de l'UDPS? C'est possible. L'UDPS comme parti politique, vous connaissez l'objectif d'un parti politique. Il cherchait à se maintenir au pouvoir. D'abord, conquérir le pouvoir, se maintenir et le conserver le plus longtemps possible. Oui. En tant que parti politique, l'UDPS n'adhérera pas à cette façon de voir les choses. Mais en tant que famille politique, au sein de ce qu'on appelle cette plateforme qu'on appelle l'Union sacrée, à un certain moment, quand celui qui a les derniers mots au sein de cette famille politique décide, il dit bon, ça va, moi je propose comme dauphin quelqu'un qui n'est pas de l'UDPS, ça va laisser aux autres le choix d'adhérer à cette proposition ou carrément de dire non, nous en tant que l'UDPS nous ne voyons pas les choses de cette façon, nous on se retire. Donc mon co-débatteur tantôt a dit que les plateformes ne sont pas stables. Je crois que c'était Maître Samuel qui l'a dit. Aujourd'hui, ils sont créés pour les besoins de la cause. Et une fois que l'objectif atteint, ça devient quelque chose d'une sorte, en quelque sorte, une sorte de caisse de résonance. Oui. Il faut penser, il faut repenser comment revoir encore l'objectif pour lequel on s'était mis ensemble et voir si on doit continuer dans ce sens-là ou carrément passer le pont sur cette appellation et créer un autre mouvement politique ou bien une autre famille politique pour viser d'autres objectifs. Merci beaucoup, Maître Eric Bamanaï, cadre UDPS Tshisekedi. Merci beaucoup, Maître Joseph Kongolo. Merci. Analyste politique indépendant et neutre. Oui. Indépendant et neutre. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais je suis un homme. Si je suis devant l'urne, j'ai fait un choix. Merci beaucoup, Maître Samuel Nkonko. Je vous remercie également. Vous n'êtes pas neutre? Si, le plus neutre possible. Allez, c'est la fin de l'émission. Moi, je m'en pas dit merci.
Je vous l'ai dit aussi. Il a commencé par vous. J'ai commencé par vous. Ok, merci beaucoup. Je constate seulement que Maître Samuel, c'est un allié caché de l'Union sacrée, un ami mais qui ne veut pas. Donc, il vient, comment on appelle ces disciples qui venaient voir Jésus-Christ en cachette là? Nicodème. C'est vrai, ça. Des Vital Allez, c'en est fini. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Portez-vous bien. À demain.